Voilà, donc nous sommes donc de retour pour ces troisièmes assises de l'e-santé en province du Luxembourg. Je vais maintenant accueillir Damien Bertrand. Damien Bertrand, il a débuté sa carrière par de la recherche fondamentale en physique. Et puis, il a poursuivi son parcours au niveau de l'industrie médicale. Il a été successivement chercheur, responsable de projet et enfin responsable de partenariat d'innovation à l'échelle mondiale. Il a rejoint donc en 2017 une société qui s'appelle DNA Lytics. C'est une start-up louvaniste de l'UCL qui est spécialisée dans l'application des sciences de la donnée au secteur de la santé. Il s'occupe donc de modèles prédictifs performants afin d'améliorer la prise en charge de diverses pathologies. Bienvenue Damien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour compléter l'introduction qui vient d'être donnée et pour laquelle je vous remercie, je vais préciser un petit peu que Dnalytics a pour mission, en effet, d'appliquer les technologies de l'intelligence artificielle dont on parle depuis le début de cet après-midi, mais aussi les technologies de type statistique et traitement de données, dans 3 domaines d'activité en particulier. D'abord, on accompagne, dans le cadre de leurs projets de R&D, des sociétés qui développent des solutions basées sur l'intelligence artificielle et les technologies associées. On peut aussi travailler avec des sociétés biopharmaceutiques pour les aider à travailler sur leurs procédés de production. Et enfin, on contribue à des problématiques de santé publique, soit avec les autorités, soit avec des prestataires de santé. Ça, c'est pour poser un petit peu l'interlocuteur que vous avez en face de vous cet après-midi. Alors, on a déjà beaucoup parlé de l'appréhension ou de la perception de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. On vient de très loin, donc on vient d'une situation vis-à-vis de laquelle il y avait beaucoup de défiance pour les solutions de l'intelligence artificielle qui, disait-on à l'époque, mais à l'époque il y a juste quelques années, pourraient remplacer les médecins, à une situation dont on a parlé jusqu'à un instant, qui est plutôt de trouver un équilibre vertueux entre l'utilisation de ces technologies et le monde médical. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette prise de confiance, je dirais, entre l'IA et les médecins, je vais un petit peu soulever le capot et vous présenter 2-3 exemples d'IA qui ont bien fonctionné, d'autres IA qui ont moins bien fonctionné dans le domaine de la santé, et expliquer en quelques mots, sans rentrer dans du jargon trop technique, les tenants et aboutissants de l'IA qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Alors peut-être en guise de préliminaire, préciser que toutes les utilisations de l'IA dans le domaine de la santé ne sont pas nécessairement des applications santé. Je voudrais citer ici l'exemple d'un ami à moi qui me faisait part de la situation qu'il avait vécue en famille avec un de ses enfants qui pouvait rester jusqu'au milieu de la nuit à faire des exercices de santé simplement parce qu'il suivait les recommandations d'applications qu'il avait sur son smartphone. C'est plutôt ce que j'appellerais des applications de type lifestyle. Pour moi, une application de santé, une application d'IA en santé est une application qui intervient dans un itinéraire de prise en charge par des professionnels de la santé. Donc en ça, on distingue toutes les applications que les gens peuvent utiliser au jour le jour au départ de leur smartphone. Alors d'abord, quelques exemples d'IA qui fonctionnent bien. Les exemples les plus canoniques d'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé sont les applications liées aux technologies pour le traitement de l'image. Donc ça intervient essentiellement dans des workflows de diagnostic. Ces applications peuvent remplacer le praticien dans l'analyse des images et l'identification des caractéristiques qui permettra à ce praticien de poser un diagnostic. Il existe un nombre invraisemblable d'applications qui fonctionnent sur ce principe-là. Un autre exemple qui est peut-être un peu moins connu, c'est un exemple qui vient du Danemark. C'est un assistant qu'on appelle Corti et qui est en mesure d'orienter la prise en charge des patients dans des situations d'urgence simplement en écoutant l'appel qui est donné dans les dispatchs d'urgence et en capturant un certain nombre d'informations liées à l'intonation, liées au ton de la voix, liées à la vitesse d'expression des personnes. Et sur base de ces informations, l'IA est en mesure d'orienter encore un peu plus la prise en charge de ces patients et par exemple de fournir des informations additionnelles à l'hôpital pour permettre de préparer l'équipe qui va prendre en charge le patient qui arrive. Ça, ce sont ce que j'appellerais de bons exemples d'utilisation de l'IA. Ça complète le rôle du médecin, ça allège une partie des tâches répétitives du médecin et ça laisse au médecin le rôle qui est le sien dans la prise en charge des patients. À l'inverse, je vais citer aussi quelques exemples qui sont peut-être moins vertueux dans le domaine de l'utilisation de l'IA.
Un exemple qui est désormais bien connu, c'est l'application Watson for Oncology. Donc, Watson est une technologie qui est développée par les laboratoires IBM. Ils ont investi un temps énorme et des budgets colossaux pour développer cette intelligence artificielle, dont l'objectif était de pouvoir classifier les patients qui se présentaient pour une consultation en oncologie. Le système a été lancé en 2014 et on s'est rapidement rendu compte que si on faisait une évaluation en parallèle entre cette application et des oncologues, il y avait dans un nombre significatif de cas des désaccords entre la solution et les médecins. Où est le problème? Le problème venait essentiellement du fait que le logiciel avait été appris sur base de cas cliniques, donc sur base de patients qui avaient été repris dans des hôpitaux prestigieux de la côte est des États-Unis, donc une population socio-économique bien particulière, avec des caractéristiques de cancer particulières également, et des options thérapeutiques à leur fournir qu'on ne retrouve pas partout. Et ce biais dans les données d'entrée se retrouvait sur le logiciel et était la cause finalement de ce désaccord entre l'utilisation sur la côte est des États-Unis et l'utilisation sur d'autres territoires. Un autre exemple, qui est un exemple, je dirais, d'échec dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est l'Apple Watch, qui a été cité un petit peu plus tôt cet après-midi par le professeur Briganti. L'Apple Watch prétendait, au moment où elle était mise sur le marché, détecter la fibrillation atriale, qui est une pathologie cardiaque, avec une précision supérieure à 98%. On se dit, une précision supérieure à 98%, c'est impressionnant, c'est très très bon comme performance, on va l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a constaté quelques mois après son utilisation? C'est que les départements de cardiologie étaient submergés de patients qui venaient sur base de recommandations qui avaient été données par l'Apple Watch, et quasi la moitié des patients qui étaient référés dans ces départements de cardiologie n'avaient en fait aucune pathologie. À nouveau, on peut se poser la question où est le problème, mais le problème, il est double. Le premier problème, c'est qu'à nouveau, il y avait un problème dans l'apprentissage de l'algorithme qui était sous-jacent à cette solution. En fait, l'algorithme avait été entraîné sur base d'une cohorte de patients qui contenait grosso modo 50% de patients présentant une fibrillation atriale et 50% de patients qui n'avaient pas de pathologie cardiaque. En réalité, dans la vie réelle, le pourcentage de patients qui présentent cette pathologie est bien moindre dans la population globale et donc il y avait un biais lié à ce déséquilibre dans les données. Le deuxième problème provenait de la caractérisation des performances de l'algorithme. On parle de 98% de précision, alors qu'en fait l'utilisation qui en est faite dans la vie réelle est du dépistage pour lequel on cherche des performances en sensibilité, c'est-à-dire quels sont les vrais cas positifs et comment est-ce qu'on peut exclure les cas, ce qu'on va appeler les cas de faux positifs. C'est ce problème qui a été rencontré et qui a engendré une surcharge dans les départements de cardiologie. Et donc sur base de ces exemples-là, on peut se poser la question, mais finalement, c'est quoi une bonne application d'IA en santé? Eh bien, pour l'illustrer, je vais prendre le schéma que vous avez à l'écran ici, qui vous montre un petit peu le cycle de développement d'une application en intelligence artificielle. En fait, tout commence par une population, une cohorte de patients, qui a été annotée par des professionnels de la santé. Donc, on vient de données qui ont été avérées, qui ont été confrontées à la réalité de terrain par des professionnels de la santé, et pour laquelle on dispose d'un grand nombre de données. Dans un premier temps, l'ensemble de ces données va être ingéré par le modèle, par l'algorithme, de manière d'une part à pouvoir identifier lesquelles de ces données sont pertinentes pour poser l'objectif que l'on attend de cette technologie. Est-ce que c'est un diagnostic? Est-ce que c'est une classification des patients, etc. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a extrait les mesures qui sont des variables d'intérêt, on va apprendre un algorithme. Je ne vais pas vous donner les équations, bien entendu, mais on va apprendre cet algorithme de manière à ce qu'il puisse, sur base de ces données qui sont des données capturées sur une cohorte réelle, qu'il puisse apprendre à trier lui-même ses patients. Ça, c'est pour la mise en place de cet algorithme. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'une fois que l'algorithme a été développé, dans un deuxième temps, il faut absolument valider l'algorithme sur base d'une cohorte indépendante pour pouvoir véritablement qualifier les performances de l'algorithme en le soumettant à des patients qui ne sont pas ceux qui ont servi pour l'apprentissage de l'algorithme. Et évidemment, cette validation, elle reste effectuée sous le contrôle des médecins. Ça veut dire que les patients qui rentrent dans ce workflow de validation sont malgré tout vus par les médecins et les médecins vont attester si la prédiction de l'algorithme est rigoureuse ou si elle ne l'est pas. Et si on utilise une méthodologie telle que celle-là,
on a alors à ce moment-là une forte chance d'avoir une intelligence artificielle qui est performante, qui va fournir des résultats qui sont pertinents et utiles dans un contexte clinique. Je vais peut-être simplement donner un exemple. C'est une technologie qui a été développée par Dnalytics avec des partenaires académiques qui s'appelle Remakit. C'est une technologie qui vise à aider d'une part au diagnostic de patients qui présentent des pathologies rhumatismales, d'autre part d'opérer de la guidance thérapeutique, donc d'aider les médecins à fournir une recommandation de traitement à destination de ces patients. Tout l'itinéraire au travers duquel cette technologie a été développée a été effectué sur base de la méthodologie que je viens de vous présenter il y a un instant. Le dernier exemple que je voudrais citer est un exemple qui sort un petit peu du cadre médical et qui dit que l'intelligence artificielle présente aussi de l'intérêt, bien entendu pour les médecins, on l'a évoqué à de nombreuses reprises, mais aussi pour les autres types de professions dans le secteur médical et notamment le corps infirmier. Et j'en profite pour citer l'exemple d'une technologie qui est en cours de développement avec une autre société wallonne qui s'appelle Opal. Et l'idée est de capturer un certain nombre de données liées à la pratique des infirmiers dans un contexte hospitalier et sur base des données qui sont fournies par les infirmiers dans ce contexte hospitalier, fournir des outils qui vont permettre d'améliorer la charge de travail de ces infirmiers et d'améliorer le staffing, donc le dimensionnement des équipes, de manière à avoir un équilibre, une qualité de travail dans les équipes infirmières dans le contexte hospitalier. Du coup, si j'ai envie de résumer les principaux messages que j'essaie de vous faire passer au travers de cette rapide présentation, le premier élément, c'est lié à la confiance dans l'intelligence artificielle. Il est extrêmement important, lorsqu'une application telle que celle que j'ai évoquée à l'instant est mise sur le marché, de fournir aux médecins, aux professionnels de la santé, une documentation technique qui leur permettra d'avoir confiance dans l'outil qui est mis à leur disposition. Quand je parle de documentation technique, je ne parle pas des algorithmes et des équations qui sous-tendent les modèles. Ce n'est pas là que se trouve l'élément qui va constituer la confiance pour les professionnels, mais c'est une documentation sur les cohortes de patients, sur les mesures, les indications, les variables cliniques qui ont été prises en compte pour construire le modèle, la manière dont ces données ont été intégrées dans le modèle, les métriques, les niveaux de performance qui sont mesurés et en particulier l'utilisation qui est attendue de ce type de technologie. Une technologie de diagnostic n'est pas une technologie de classification et vice-versa. Le deuxième message important est de se rappeler, ça a été dit à de nombreuses reprises cet après-midi, qu'il faut éviter de mettre en compétition les intelligences artificielles avec les médecins. On parle bien ici d'une valeur ajoutée et de technologies qui sont mises à disposition du médecin pour les aider dans leur pratique quotidienne, pour leur donner plus de temps pour pouvoir valablement dialoguer avec le patient. En ça, l'intelligence artificielle n'est qu'un autre type d'outil mis à disposition des praticiens aux côtés des outils qu'ils utilisent déjà au jour le jour. Un troisième élément sur lequel je n'ai pas passé énormément de temps, c'est l'importance de l'intégration harmonieuse de ces outils dans les itinéraires de soins. Je pense que si on veut venir avec des solutions qui vont complètement modifier les itinéraires et les dynamiques de prise en charge des patients, la résistance à l'adoption de ces technologies sera énorme. Là où si on vient avec des outils qui sont pratiques, qui s'intègrent aux outils que le médecin a déjà l'habitude d'utiliser, on est dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus facile en termes de prise en main, de prise en charge au jour le jour. Et le dernier élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le cadre financier. On parle ici d'outils qui sont mis à disposition des professionnels de la santé. Ces outils nécessairement ont un coût. Le coût doit être reflété, doit être pris en charge quelque part. Donc il convient, quand des outils tels que ceux-là sont développés, de se poser la question de qui va payer et quels sont les budgets qui sont à disposition pour la prise en charge de ces outils. Dans un pays comme la Belgique, est-ce que ça s'intègre dans la nomenclature pour le remboursement des frais médicaux? Est-ce que ça vient en extra? Si ça vient en extra, est-ce que le patient doit payer? Est-ce que c'est un choix délibéré de l'institution qui l'adopte? Toutes ces questions doivent être abordées également, sinon on se retrouve avec un outil qui est magnifique conceptuellement, mais qui a de grosses difficultés à être pris en main par les professionnels de la santé, simplement parce que le positionnement dans l'écosystème santé n'est pas suffisamment réfléchi. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Peut-être justement, on a une réaction par rapport à ça, l'écosystème de la santé, une réaction par rapport à une application pour les infirmières où quelqu'un, un spectateur nous dit ça leur prend beaucoup de temps
d'encoder les données dans cette application. Et qu'est-ce que vous répondez aux utilisateurs qui disent oui, mais c'est peut-être rapide à utiliser, mais c'est lent à construire? Alors, effectivement, c'est un point d'attention qu'il faut garder en tête au moment de développer ce type d'application. Là, pour l'exemple que j'ai cité dans la présentation avec les outils à destination du corps infirmier, c'est quelque chose qui est très, très intuitif, pour lequel les infirmiers peuvent, au moment où ils passent dans le bureau des infirmiers, simplement cliquer sur un smiley qui indique un petit peu leur niveau de charge de travail, leur ressenti par rapport à la charge de travail. Si c'est quelque chose qui est aussi intuitif qu'une technologie de type pouce-bouton, l'adoption sera facile. Effectivement, à l'inverse, si c'est une technologie qui nécessite de s'asseoir au bureau, d'encoder un certain nombre de paramètres dans un système qui est découplé des logiciels déjà utilisés dans l'environnement hospitalier, là on en est sur la question de l'intégration harmonieuse. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Parfois aussi l'impression que ça prend beaucoup de temps de remplir les résumés infirmiers minimum, mais que pour finir, pour le patient, ça n'a pas tant d'intérêt. Absolument, absolument. Ben, encore une fois, toute la question est de savoir comment intégrer ce type de technologie dans la charge de travail, dans le plan de travail des professionnels de la santé. Si c'est quelque chose qui est intuitif, ça ne leur prendra pas beaucoup de temps d'utiliser ce type d'outils. Si ces outils sont utilisés, l'objectif ultime est bien justement de diminuer la charge de travail, d'améliorer le ressenti dans le cadre professionnel pour pouvoir dégager du temps pour du dialogue avec les patients. Je fais écho aux propos du professeur Briganti tout à l'heure qui disait « les professionnels de la santé passent jusqu'à 85% de leur temps à remplir des dossiers ». Le but du jeu des technologies digitales dont on parle ici, c'est de réduire cette charge de travail administrative et de libérer plus de temps pour de la réflexion liée au patient ou pour du dialogue avec le patient. C'est bien l'enjeu. Un retour d'expérience d'un spectateur qui nous dit qu'il utilise l'application Invisalige, qui est utilisée pour le monitoring dentaire pour les enfants, et il en est assez satisfait. Donc c'est amusant aussi d'avoir des retours utilisateurs. Heureusement. Et satisfait. Oui, satisfait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.